Chapitre 29. L'été fut dur pour Martin. Éditeurs et lecteurs de manuscrits étaient en vacances, et les réponses qui prenaient ordinairement 3 semaines à lui parvenir mettaient à présent 3 mois. Il se consola en constatant que la morte saison lui économiserait des timbres. Seuls, les pilleurs d'articles continuaient activement leurs affaires et les premières œuvres de Martin, telles que Pêcheur de perles, La carrière de marin, La chasse à la tortue et Les vents alizés du Nord-Est, furent publiées par leurs soins intéressés. Il n'en reçut jamais un sou. Il est vrai qu'après 6 mois de correspondance, on lui envoya un rasoir pour sa chasse à la tortue et que la revue Acropolis, décidée à lui payer $5 comptant et 5 années d'abonnement gratuit, se borna à remplir la seconde moitié de cet engagement. Pour un sonnet sur Stevenson, il extorqua $2 à un éditeur de Boston qui publiait une revue dans le goût de Matthew Arnold, mais sans aucun capital. Le Péri et la perle, adroit poème de 200 vers à peine sorti de son cerveau, séduisit un éditeur de San Francisco dont la revue était commanditée par une grande compagnie de chemin de fer et qui lui en proposa le paiement en voyage gratuit. Martin demanda si ces voyages étaient remboursables, mais comme il ne l'était pas, il réclama son poème. On le lui renvoya avec les regrets de l'éditeur, et Martin le réexpédia à San Francisco, cette fois au Orné, prétentieuse revue mensuelle qui eut un moment de vogue du temps du brillant journaliste qu'il avait fondé. Mais son étoile avait pâli longtemps avant la naissance de Martin. L'éditeur lui promit $15 pour son poème, mais une fois publié, il s'empressa d'oublier l'engagement pris. Plusieurs de ses lettres étant restées sans réponse, Martin en écrivit une plus corsée, à laquelle on répondit. C'était un nouvel éditeur qui l'informait froidement qu'il déclinait toute responsabilité des erreurs de son prédécesseur et que d'ailleurs, personnellement, il n'appréciait pas énormément la Péri et la perle. Mais ce fut le Globe, revue de Chicago, qui traita Martin le plus cruellement. Il ne s'était résolu à y envoyer ses poèmes de la mer que poussé par la faim. C'était une série de 30 poèmes et on devait les lui payer $1 pièce. Le premier mois, on en publia 4 et il reçut aussitôt un chèque de $4. Mais en les lisant dans la revue, la façon dont on les avait saccagés le consterna. Les titres eux-mêmes avaient été altérés. Fini, par exemple, avait été changé en La fin et La chanson du dernier récif en La chanson du banc de corail. On avait été jusqu'à substituer un titre absolument différent, incompréhensible, au titre indiqué. À la place des méduses irisées était imprimé Le sentier du retour. Et ce n'était pas tout. Les vers eux-mêmes étaient méconnaissables. Martin jura en s'arrachant les cheveux de rage et de désespoir. Des phrases, des lignes, des stances entières étaient coupées, interchangées, maquillées de façon incompréhensible. Parfois même, on y avait glissé des vers qui n'étaient pas de lui. Il ne pouvait croire qu'un éditeur, en possession de sa raison, ait pu être coupable d'une pareille insanité, et se dit, comme toujours, que ses poèmes avaient dû être malmenés par un garçon de bureau ou le sténographe. Et il écrivit immédiatement à l'éditeur pour le prier de cesser la publication de ses poèmes et de les lui renvoyer. Il écrivit lettre sur lettre, priant, suppliant, menaçant, vainement. Tous les mois, le massacre continua jusqu'à ce que les 30 poèmes aient disparu, et tous les mois, il recevait un chèque pour celui qui venait de paraître. En dépit de ces mésaventures variées, le souvenir du chèque de $40 de la White Mouse le soutenait, bien qu'il en fût réduit de plus en plus aux gros ouvrages. Il découvrit de quoi manger dans les journaux hebdomadaires d'agriculture et dans des revues professionnelles, mais en revanche, les périodiques religieux l'auraient laissé mourir de faim. Au moment le plus critique, quand son complet noir était au mont-de-piété, il fit un coup de maître dans un concours organisé par le comité local du Parti républicain. Il fallait concourir dans 3 épreuves distinctes
et il les gagna toutes les 3, en riant amèrement d'en être arrivé là pour vivre. Son poème eut le premier prix de 10 $, sa chanson de route le second de 5 $, son essai sur les principes du Parti républicain le premier prix de 25 $, ce qui lui fit grand plaisir jusqu'au moment où il essaya de les toucher. Quelque chose ne marchait pas au comité local, et bien qu'un riche banquier et un sénateur en fussent membres, l'argent ne rentrait pas. Tandis que cette affaire traînait en longueur, il prouva qu'il comprenait les principes du Parti démocrate en gagnant le premier prix dans un concours semblable. Cette fois, il reçut l'argent, 25 $. Mais des 40 $ du premier concours, il n'en entendit plus parler. Réduit à employer des stratagèmes pour voir Ruth, et ayant reconnu que d'aller à pied chez elle et d'en revenir lui prenait trop de temps, il laissa son complet noir au mont-de-piété et garda sa bicyclette. De cette façon, il faisait de l'exercice, gagnait du temps pour travailler et pouvait aussi voir Ruth. Un pantalon de golf et un vieux chandail lui faisaient une tenue de cycliste assez convenable pour aller se promener avec Ruth l'après-midi. D'ailleurs, il n'avait guère l'occasion de la voir beaucoup chez elle, où Madame Morse poursuivait systématiquement sa campagne d'encerclement. Les gens supérieurs qu'il rencontrait, loin de continuer à être pour lui des sujets d'admiration, l'ennuyaient. Leur soi-disant supériorité ne l'impressionnait plus. Ses tracas, ses déceptions, son travail acharné le rendaient nerveux, irritable, et la conversation de ces gens l'exaspérait. Il comparait aujourd'hui leur étroitesse d'esprit à l'envolée des penseurs dont il lisait les œuvres. Jamais chez Ruth il n'avait rencontré un être remarquable, à part le professeur Codwell, qu'il n'y avait vu qu'une fois. Les autres étaient des nullités, superficielles, dogmatiques, ignorants. Leur ignorance surtout le stupéfiait. En quoi leur éducation leur avait-elle profité ? Ils avaient puisé aux mêmes sources que lui. Comment faisaient-ils pour qu'on s'en aperçût pas ? Les plus grands esprits, les penseurs profonds et rationnels existaient, il le savait. Leurs livres le lui avaient appris, ces livres qui lui avaient fait dépasser le niveau des morses. Il savait aussi que des intelligences plus hautes évoluaient dans d'autres milieux que celui des morses. Dans des romans mondains anglais, il était question de femmes et d'hommes qui parlaient politique et philosophie, et il avait entendu dire aussi que dans certains salons des grandes villes, aux États-Unis même, l'art et l'intellectualité fusionnaient. Autrefois, il s'imaginait naïvement que tout ce qui n'appartenait pas à la classe ouvrière, tous les gens bien mis, avaient une intelligence supérieure et le goût de la beauté. La culture et l'élégance lui semblaient devoir marcher forcément de pair, et il avait commis l'erreur insigne de confondre éducation avec intelligence. Eh bien, il monterait plus haut encore, et il amènerait Ruth avec lui, cette Ruth qu'il aimait tant et qui brillerait partout, il en était convaincu. Mais il était également convaincu qu'elle avait été handicapée par son milieu, comme il avait été par le sien. Elle n'avait pas eu l'occasion de se développer. Les livres dans la bibliothèque de son père, les tableaux du salon et même son piano, tout n'était chez eux qu'étalage et vanité. Les morses et leurs semblables étaient sourds et aveugles à toute vraie littérature, toute vraie peinture, toute vraie musique. Et par-dessus tout, ils étaient ignorants de la vie, profondément, désespérément ignorants. En dépit de leur disposition unitaire et de leur appartenance compréhensive, ils étaient de 2 générations en retard en ce qui concerne la science interprétative. Leur processus mental était moyenâgeux et leur opinion des grands problèmes de l'existence et de l'univers lui semblait dater de l'âge des cavernes et de plus loin encore. Telles étaient les réflexions de Martin. Il en vint à se demander si l'écart qui existait entre les travailleurs de son ancien milieu et les notaires, les officiers, les hommes d'affaires, les caissiers du milieu qu'il fréquentait à présent, ne se bornait pas uniquement à des différences de nourriture, de vêtements et d'entourage. Évidemment, il manquait totalement d'un certain quelque chose qu'il avait,
lui, Martin Eden, et que les livres contenaient également. Les Morse lui avaient montré ce que leur position sociale pouvait lui offrir de mieux. Et c'était peu. Il n'était qu'un sans le sou, la proie et l'esclave des usuriers et de son travail. Mais il se sentait supérieur à tous ces gens. Et, quand son unique complet convenable n'était pas au mont-de-piété, il se promenait parmi eux comme un souverain avec le même sentiment d'orgueil blessé que doit avoir un roi en exil parmi les bouviers. « Vous haïssez les socialistes et vous en avez peur, dit-il un soir à dîner à M. Morse. Mais pourquoi ? Vous ne connaissez ni ces gens ni leur doctrine. » La conversation avait été amenée sur ce sujet par Madame Morse, qui, insidieusement, avait chanté les louanges de M. Hapgood. Le caissier était la bête noire de Martin, et il perdait vite patience quand il s'agissait du diseur de platitudes. « Oui, » avait-il déclaré, « Charlie Hapgood est ce qu'on appelle un jeune homme d'avenir, paraît-il. Et c'est vrai, il sera certainement gouverneur de la banque avant de mourir et, qui sait, peut-être sénateur des États-Unis. »« Qu'est-ce qui vous fait croire ça ?» questionna Madame Morse. « Je l'ai entendu parler dans une réunion publique. Son discours était si merveilleusement stupide, si banal et si convaincant que les chefs de parti ne peuvent le regarder que comme un homme sûr et de tout repos. D'autre part, les platitudes qu'il énonce sont si pareilles aux platitudes de tous ceux qui votent que, mon Dieu, vous faites toujours plaisir à un monsieur quand vous lui présentez ses propres opinions bien décorées sur un plat d'argent. »« Je crois que vous êtes jaloux de M. Hapgood, » taquina Ruth. « Dieu m'en préserve. » L'expression horrifiée de Martin excita la combativité de Madame Morse. « Vous ne prétendez pas dire, sûrement, que M. Hapgood est bête. »« Pas plus bête que la moyenne des républicains, » répondit-il, « ou que la moyenne des démocrates d'ailleurs. Ils sont tous idiots, quand ils ne sont pas de fins renards, et très peu d'entre eux le sont, de fins renards. Les seuls républicains avisés sont les millionnaires et leurs valets conscients. Ceux-là au moins savent de quel côté leur tartine est beurrée et pourquoi. »« Je suis républicain, » dit négligemment M. Morse. « Dans quelle catégorie me mettez-vous, s'il vous plaît ? » ?»« Oh, vous êtes un valet inconscient. »« Un valet ? » ?»« Mon Dieu, oui. Vous travaillez pour votre corporation. Vos clients ne sont ni de la classe ouvrière, ni des criminels. Vos revenus ne dépendent ni des cambrioleurs, ni des pickpockets. Ce sont les maîtres de la société qui vous paient et qui nourrit un homme et son maître. Oui, vous êtes un valet. Vous ne faites que représenter les intérêts du capitalisme que vous servez. Monsieur Morse avait légèrement rougi. « Eh bien, monsieur, dit-il, vous parlez comme un de ces chenapans de socialistes. » Ce fut alors que Martin fit cette remarque. « Vous haïssez les socialistes et vous en avez peur. Mais pourquoi ? Vous ne les connaissez pas. » « Votre doctrine, en tout cas, ressemble singulièrement à celle des socialistes, » répliqua M. Morse, tandis que les regards de Ruth allaient anxieusement de l'un à l'autre et que Madame Morse exultait de cette occasion d'exciter l'antagonisme de son seigneur et maître. « Ce n'est pas parce que j'interroge Jefferson et le français ignare qui l'a instruit que je suis socialiste. Croyez-moi, M. Morse, vous êtes bien plus près du socialisme que moi, son ennemi juré. »« Vous plaisantez » fut tout ce que l'autre sut lui répondre. « Pas du tout, je parle très sérieusement. Vous croyez encore à l'égalité, mais vous travaillez pour des corporations qui, tous les jours davantage, piétinent l'égalité. Et vous m'appelez socialiste parce que je nie l'égalité, parce que je dénonce ce pourquoi vous vivez. Les républicains sont les ennemis de l'égalité et en son nom ils la combattent. Voilà pourquoi je les trouve stupides. Quant à moi, je suis individualiste. Je crois que la course est gagnée par le plus rapide, que la vie est au plus fort. Voilà la leçon que m'a apprise la biologie, ou que je crois avoir apprise. Oui, je suis individualiste, et l'individualisme est l'ennemi éternel, héréditaire du socialisme. »« Mais vous fréquentez des meetings socialistes ?» lança M. Morse. « Certainement, exactement comme les espions fréquentent les camps ennemis. Comment sauriez-vous autrement ce qui s'y passe ? Du reste, je m'y amuse. Ce sont de bons lutteurs et,
Qu'ils aient tort ou raison, ils ont lu leur auteur. Le moindre d'entre eux s'y connaît davantage en sociologie que la grande moyenne des industriels. Oui, j'ai assisté à quelques-uns de leurs meetings, mais ça ne m'a pas rendu plus socialiste que d'écouter Charlie Hapgood ne m'a rendu républicain. Je ne sais pourquoi, dit faiblement M. Morse, mais je crois tout de même que vous inclinez vers le socialisme. Dieu me pardonne, se dit Martin. Il n'a pas compris un mot de ce que je lui ai dit. Et lui, qu'a-t-il fait de son instruction? Ce fut ainsi que Martin se trouva face à face avec la morale économique ou morale des classes. Et bientôt, elle lui apparut comme un épouvantail. Personnellement, c'était un moraliste intellectuel, et la morale de son entourage lui était encore plus désagréable que la platitude pompeuse des raisonneurs. Cette morale était un curieux mélange d'économie politique, de métaphysique, de sensiblerie et d'esprit d'imitation. Il rencontra un exemple de ces mélanges bizarres dans son entourage le plus immédiat. Sa sœur Marianne avait été courtisée par un jeune mécanicien d'origine allemande qui, après avoir consciencieusement appris son métier, avait pris à son compte un magasin de réparation de cycles. Comme il représentait aussi une marque de deuxième ordre, son commerce prospérait. Marianne était venue, quelque temps avant, annoncer ses fiançailles à Martin. Par manière de plaisanterie, elle avait regardé les lignes de sa main et lui avait dit la bonne aventure. À la visite suivante, elle amena Hermann von Schmidt avec elle. Martin fit les honneurs et les félicita tous deux si aimablement et avec tant d'aisance que le fiancé, plutôt rustre, en fut aussitôt désagréablement impressionné. Cette mauvaise impression augmenta quand Martin lut les quelques stances qu'il avait faites en souvenir de la précédente visite de Marianne. C'étaient des vers légers et délicats qu'il avait intitulés « La chiromancienne ». Il fut surpris, à la fin de sa lecture, de voir que sa sœur, loin de manifester du plaisir, regardait anxieusement son fiancé. Et Martin, suivant la direction de ses yeux, vit que le visage asymétrique du brave garçon reflétait une sombre désapprobation. Il n'y eut aucune explication d'ailleurs. Le couple opéra une prompte retraite et Martin oublia vite cet incident, bien qu'il eût été assez étonné sur l'instant qu'une femme, même du peuple, pût être à ce point insensible à des vers faits en son honneur. Quelques soirs plus tard, Marianne revint le voir, cette fois seule. Elle alla droit au but et le morigéna de ce qu'il avait fait. « Comment, Marianne ?» dit Martin. « Tu parles comme si tu avais honte de ta famille, de ton frère en tout cas. »« Bien sûr, j'ai honte !» s'écria-t-elle. Martin vit avec stupéfaction qu'elle avait des larmes d'humiliation dans les yeux. De toute façon, son chagrin était sincère. « Mais Marianne, pourquoi ton Hermann serait-il jaloux parce que j'écris des vers sur ma propre sœur ?»« Il n'est pas jaloux, sanglota-t-elle. Il dit que c'est indécent, obscène. » Martin fit entendre un long sifflement d'incrédulité, puis il alla chercher une copie de la chiromancienne et la relut. « Je ne vois pas, » dit-il ensuite en lui tendant le manuscrit. « Lis-le toi-même et montre-moi ce qui te semble obscène. C'est bien le mot qu'il a employé, n'est-ce pas ?»« C'est ça, et il doit savoir, » répondit Marianne en repoussant le manuscrit d'un air dégoûté. « Et il dit qu'il faut que tu le déchires, qu'il ne veut pas d'une femme sur laquelle on a écrit des choses que n'importe qui peut lire. Il dit que c'est une honte et qu'il ne veut pas de ça. »« Écoute, Marianne, tout ça est absurde, » commença Martin. Puis il s'arrêta, car il avait changé d'avis. Il vit la pauvre fille malheureuse, se rendit compte de l'inutilité de ses efforts à les convaincre, elle et son fiancé, et résolut de céder, bien qu'il trouvât l'incident absurde et insultant. « Parfait !» déclara-t-il en déchirant le manuscrit et en le jetant au panier. Il lui suffisait de savoir que l'original se trouvait déjà à la rédaction d'une revue de New York. Marianne et son fiancé n'en sauraient jamais rien, et ni eux ni le monde ne s'en porteraient plus mal si ce joli poème anodin était jamais publié. Marianne fit un mouvement vers la corbeille à papier, puis se retint. « Est-ce que je peux ?» supplia-t-elle.
Il fit signe que oui, et la regarda d'un air songeur, tandis qu'elle ramassait les bouts de manuscrits et les fourrait dans la poche de sa jaquette pour prouver le succès de sa démarche. Elle lui rappela Lizzie Connolly, mais pourtant cette fille qu'il avait vue 2 fois était plus vive, plus vibrante. Mais elles étaient semblables toutes deux, comme allure et comme mise, et il s'amusa de les imaginer l'une ou l'autre entrant dans le salon de Madame Morse. Puis son amusement s'éteignit et il se sentit infiniment seul. Sa sœur et le salon Morse n'étaient que des bornes sur la route où il cheminait, et il les avait dépassées. Il jeta un coup d'œil amical à ses livres. C'étaient les seuls camarades qui lui restaient. « Hein, quoi ?» fit-il en sursautant. Marianne répéta sa question. « Pourquoi je ne travaille pas ?» Il eut un rire un peu forcé. « Ton Hermann t'a raconté des bêtises. » Elle secoua la tête. « Ne mens pas, dit-il, et comme elle se taisait, « Écoute, tu diras à ton Hermann qu'il se mêle de ses affaires. Quand j'écris des vers à la fille qu'il courtise, ça le regarde, mais en dehors de ça, il n'a rien à me dire, c'est compris ? Alors, tu ne crois pas à mon avenir d'écrivain, dis ? Tu crois que je suis un fainéant, que je suis perdu et que je suis un déshonneur pour ma famille ? Je crois qu'il serait préférable que tu aies un métier, dit-elle avec fermeté. Il vit qu'elle était profondément convaincue. Hermann dit « Au diable ton Hermann !» interrompit-il gaiement. « Ce que je voudrais savoir, c'est quand vous allez vous marier. Tâche de savoir aussi si ton Hermann daignera accepter un cadeau de moi pour votre mariage. » Il réfléchit à cet incident après le départ de Marianne et eut un rire amer en pensant à sa sœur et à son fiancé, à tous ceux de sa classe, à tous ceux de la classe de route, dirigeant leur mesquine petite vie selon de mesquines petites formules, fantoches moutonniers modelant leur existence sur celle du voisin, incapables de vivre réellement la vie à cause des préjugés enfantins qui les guident. Il les voyait défiler devant lui, processionnellement, Bernard Higginbotham, bras dessus, bras dessous avec M. Butler, Hermann von Schmidt, avec Charlie Abgood et d'autres, tous par paires, il les examinait, les jugeait et les renvoyait. En vain il se demandait « Où sont les grandes âmes ? Où sont les grands penseurs ?» Et parmi la foule d'êtres indifférents, informes, stupides qu'il évoquait, il ne trouvait rien. Un dégoût l'envahit, semblable à celui que Circé dut avoir pour son troupeau de pourceaux. Quand il eut renvoyé le dernier, quand il se crut seul enfin, un nouveau venu se présenta à l'improviste, sans avoir été appelé. Martin le regarda et vit en face de lui, le chapeau rejeté en arrière, en veston croisé et se dandinant, le jeune voyou qu'il avait été jadis. « Tu étais comme les autres, mon vieux, » ricana Martin. « Ta morale et tes connaissances étaient pareilles aux leurs. Tu n'avais aucune personnalité. Tes opinions, comme tes habits, étaient tout faits. Tu agissais pour la galerie. Tu étais le coq de la bande parce que les autres t'acclamaient. Tu commandais la bande et tu te battais, non par goût car au fond tu en avais le mépris, mais parce que les autres te tapaient sur l'épaule et te flattaient. Tu arrossais tête de fromage parce que tu ne voulais pas céder, et tu ne voulais pas céder d'abord parce que tu étais la dernière des brutes, ensuite parce que tu croyais, comme tous ceux qui t'entouraient, que la virilité d'un homme se mesure à la férocité qu'il déploie à démolir l'anatomie de ses semblables. Comment donc tu leur fauchais leurs filles, non pas par désir, mais parce que dans la moelle de tes parents fermentait l'estin de l'étalon sauvage et du taureau. Eh bien, les années ont passé. Qu'en penses-tu à présent ? Comme pour lui répondre, la vision changea aussitôt. Le chapeau, le veston trop court disparurent et furent remplacés par des vêtements plus sobres. L'insolence du visage, la dureté des yeux firent place à une expression sereine, lumineuse, qui semblait le reflet d'une admirable clarté intérieure. L'apparition ressemblait étrangement au Martin Eden actuel, et en regardant mieux, il vit la petite lampe qui l'éclairait, le livre qu'il étudiait. Il lut le titre « La science de l'esthétique ». C'était bien lui. Il remonta la lampe et reprit « La science de l'esthétique » à l'endroit où il l'avait laissé. Chapitre 30.
Ce fut par un bel après-midi de fin d'été, pareil au jour qui vit éclore leur amour 1 an auparavant, que Martin lut son cycle d'amour à Ruth. Comme alors, ils s'étaient installés dans leur coin favori sur la colline. De temps à autre, elle avait interrompu sa lecture par des exclamations de plaisir, et lorsqu'il eut rangé la dernière feuille avec les autres, il attendit son jugement. Elle le fit attendre, puis parla avec des pauses, hésitant à exprimer la dureté de sa pensée. « Je les trouve très beaux, vraiment très beaux. Mais vous ne pouvez pas les vendre, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire ?» dit-elle d'une voix presque implorante. « Votre littérature est invendable. Il y a quelque chose là-dedans qui vous empêche de gagner votre vie. Peut-être est-ce la faute des autres. Mais, chérie, comprenez-moi bien. Je suis flattée, je suis fière. Quelle vraie femme ne le serait pas, que vous ayez écrit ces poèmes sur moi. Mais ce n'est pas eux qui rendront notre mariage possible. Vous ne le voyez pas, Martin? Ne me croyez pas intéressé. C'est l'amour, c'est la pensée de notre avenir qui me tourmente. Toute une année s'est écoulée depuis que nous nous sommes dit notre amour, et notre mariage est tout aussi lointain. Ne me jugez pas mal, Martin, vraiment, il s'agit de mon cœur, de tout moi-même. Pourquoi n'essayez-vous pas d'entrer dans un journal, puisque vous tenez absolument à écrire? Pourquoi ne pas devenir reporter, pour quelque temps du moins? Je gâterai mon style, dit-il d'une voix basse, monotone. Vous ne savez pas les efforts que j'ai faits pour acquérir mon style. Mais ces nouvelles, insista Ruth. Vous appeliez cela du gros ouvrage, et vous en avez écrit beaucoup. Est-ce qu'elles n'ont pas aussi gâté votre style? Non, c'est différent. Les nouvelles se faisaient toutes seules, après une longue journée de travail de style. Mais la besogne d'un reporter est de toutes les minutes et l'absorbe complètement. Ce n'est plus une existence, c'est un tourbillon, sans passé, sans avenir. Et certes, sans aucune préoccupation de style ni de littérature. Me faire reporter à présent que mon style se cristallise serait commettre un suicide littéraire. Pensez donc. Chaque nouvelle, le moindre mot de chaque nouvelle me blessait dans mon respect de moi-même, dans mon respect de la beauté. J'en étais malade. Il me semblait que je commettais un péché. Et lorsqu'on me les refusait, j'en étais heureux au fond. Et pourtant, j'étais obligé de ramener mes vêtements au clou. Mais la joie d'écrire le cycle d'amour, la joie du créature dans sa plus noble expression, elle m'a payé de tout, de tout. Martin ne sut pas à quel point ces mots laissaient Ruth indifférente. La joie de créer. C'était cependant sur ses lèvres qu'il avait entendu cette phrase pour la première fois. Elle avait lu, en avait étudié la signification à l'université en travaillant sa licence. Mais elle n'avait aucune originalité, le don de créer lui manquait totalement et sa culture n'était que le reflet de celle des autres. En somme, le rédacteur n'a pas eu raison de corriger vos poèmes de la mer? Questionna-t-elle. Souvenez-vous qu'il faut avoir fait ses preuves pour être rédacteur. Voilà qui cadre à merveille avec l'omnipotence des valeurs établies, répliqua-t-il, entraîné par son animosité contre la junte éditoriale. Ce qui est, non seulement est bien, mais ne pourrait être mieux. Le fait qu'une chose existe suffit à sa justification. Notez que l'ignorance des gens seuls leur fait croire une pareille stupidité. Leur ignorance, qui n'est autre que l'homicide mental décrit par Weininger. Ils se figurent qu'ils pensent, et ce sont ces êtres sans pensée qui s'érigent en arbitres de ceux qui pensent vraiment. Il se tut, s'étant aperçu qu'il avait parlé au-delà de la compréhension de Ruth. « Je ne connais pas ce Weininger, dit-elle, et vous généralisez tellement que je ne peux pas vous suivre. Je disais que les rédacteurs étaient qualifiés. »« Je vais vous dire, » interrompit Martin. 99% des rédacteurs sont des ratés, qui n'ont pas réussi comme écrivains. Ne croyez pas qu'ils préfèrent leur corvée bureaucratique, leur asservissement au public et aux commanditaires à la joie d'écrire. Ils ont essayé d'écrire et ils n'ont pas pu. Voilà justement le paradoxe idiot de la chose. Toutes les portes de la littérature sont gardées par ces cerbères, les ratés de la littérature. Éditeurs, rédacteurs,
directeurs des services littéraires des revues et librairies, tous, ou presque tous, ont voulu écrire et n'ont pas réussi. Et ce sont ces gens-là, les moins qualifiés cependant, qui décident de ce qui doit ou non être publié. Ce sont ces gens-là qui ont prouvé leur manque d'originalité et de talent, qui sont chargés de juger l'originalité et le talent des autres. Ensuite, il y a les critiques de revues, encore des ratés. Eux aussi ont rêvé d'écrire des vers ou des romans, et ils n'ont pas pu. Comment ? Mais la moyenne des revues est aussi nauséabonde à avaler que de l'huile de foie de morue. Je vous ai déjà dit tout ça. Il existe de grands critiques, c'est certain, mais ils ont la rareté des comètes. En tout cas, si je rate mon affaire comme écrivain, je serai mûr pour la carrière d'éditeur. C'est le pain, le beurre et même la confiture assurée. L'esprit prompt de Ruth et sa désapprobation des idées de son fiancé la firent sauter sur la contradiction qui lui semblait contenir sa diatribe. Mais, Martin, si c'est ça, si toutes les portes sont fermées, ainsi que vous le démontrez, comment les grands écrivains ont-ils fait pour arriver ? En accomplissant l'impossible, répondit-il. Ils ont fait des choses si merveilleuses, si inouïes, car leurs flammes, les portes d'airain ont fondu. Ils sont arrivés par miracle, à 1000 contre 1. Ils sont arrivés parce qu'ils étaient pareils aux géants balafrés de Carlyle, que rien ne peut abattre. Et voilà ce qu'il faut que j'accomplisse, l'impossible. Mais si vous manquez votre but, Martin, et puis vous semblez oublier que j'existe, moi. Si je le manque. Il la regarda un instant, comme si l'hypothèse qu'elle venait d'énoncer était impossible. Puis son visage s'éclaira. Si je le manque, je serai éditeur et vous serez la femme d'un éditeur. Elle fronça le sourcil à cette plaisanterie, avec une si adorable moue qu'il la prit dans ses bras et la couvrit de baisers. « Ça suffit !» déclara-t-elle, en se dégageant par un effort de volonté de la douceur de son étreinte. « J'ai discuté avec mes parents. Jamais je ne leur avais tenu tête ainsi, et je me suis comportée en fille très peu obéissante. Ils sont contre vous, Martin, mais je les ai tellement convaincus de mon amour pour vous qu'à la fin, mon père a déclaré accepter que vous entriez dans ses bureaux, si vous voulez. Il a même dit de lui-même qu'il vous paierait suffisamment dès le début pour que nous puissions nous marier et avoir une petite maison quelque part. Ce qui est très gentil, n'est-ce pas ? Martin, le cœur désespéré, émit quelques sons inarticulés, tout en cherchant machinalement dans sa poche de quoi rouler une cigarette. En vain, puisqu'il n'avait plus ni tabac ni papier sur lui. Et Ruth continua. « Franchement, et j'espère que je ne vous froisse pas, je vous le dis pour que vous sachiez exactement à quoi vous en tenir. Il n'aime pas vos opinions radicales et vous trouve paresseux. Bien entendu, je sais, moi, que vous ne l'êtes pas, que vous travaillez beaucoup au contraire. » À quel point elle ne s'en doute certes pas, se dit Martin. Bien, dit-il. Et quant à mes opinions, me croyez-vous vraiment radical ? Il atteint sous son regard, attendant sa réponse. Vos opinions, eh bien, je les trouve assez déconcertantes, dit-elle. Il était renseigné, et la vie lui parut tout à coup si terne, si grise, qu'il en oublia son offre d'une situation chez son père. Quant à Ruth, maintenant que son jalon était posé, elle décida d'attendre, et puis de remettre la question sur le tapis à un moment plus favorable. Elle n'attendit pas longtemps. Martin avait, lui aussi, une question à lui poser. Il désirait s'assurer de la mesure exacte de sa foi en lui. En l'espace d'une semaine, les deux questions furent résolues, hâtées par la lecture que lui fit Martin de La honte du soleil. « Pourquoi donc ne faites-vous pas de reportage ?» demanda-t-elle quand il eut achevé. « Vous aimez tant écrire et je suis sûre que vous réussiriez. Vous monteriez vite et vous vous feriez un nom. Il y a un grand nombre de correspondants spéciaux. Leurs salaires sont élevés et leur champ d'activité infini. On les envoie partout. Au cœur de l'Afrique, comme Stanley, à Rome pour interviewer le pape ou au Tibet explorer les régions inconnues. » « Alors, vous n'aimez pas mon essai ?»
fit-il en insistant. Vous croyez que j'ai quelque chance dans le journalisme et aucune dans la littérature? Mais si, je l'aime. C'est agréable à lire. Mais je crains que les lecteurs ne le comprennent pas. En tout cas, moi, je ne le comprends pas, bien que ça me paraisse beau. Votre argot scientifique me dépasse. Vous savez, chérie, vous êtes un extrémiste et ce qui vous semble intelligible peut très bien sembler inintelligible au commun des mortels. Je suppose que c'est le jargon philosophique qui vous ennuie, fut tout ce qu'il put dire. Il flambait encore de sa lecture sous l'impression de la pensée la plus mûre qu'il ait jamais exprimée et le verdict de route l'assommait brutalement. Ne vous attachez pas à la forme, qui laisse peut-être à désirer, insista-t-il, mais dans le fond, dans la pensée. N'y voyez-vous rien? Elle secoua la tête. Non, c'est différent de tout ce que j'ai lu. J'ai compris Maeterlinck. Vous avez compris son mysticisme? Lança Martin. Oui, mais ce que vous avez voulu exprimer, et ce que je suppose devoir être une attaque contre Maeterlinck, je ne le comprends pas. Naturellement, si l'originalité compte pour quelque chose... Il interrompit d'un geste impatient, puis se rendit compte tout à coup qu'elle parlait même depuis un certain temps. Après tout, vous avez écrit pour vous amuser, disait-elle. À présent, vous avez assez joué. Il est temps de prendre la vie au sérieux, notre vie, Martin. Jusqu'à présent, vous n'avez pensé qu'à la vôtre. Vous me demandez de prendre un emploi? Oui. Papa a proposé... Je sais, interrompit Martin, mais ce que je veux savoir c'est si oui ou non vous avez perdu votre foi en moi. Elle lui prit la main et des larmes montèrent à ses yeux. En votre avenir littéraire, oui, chérie, avoua-t-elle tout bas. Vous avez beaucoup lu de mes élucubrations, poursuivit-il avec brusquerie. Qu'en pensez-vous? N'y a-t-il aucun espoir? Par rapport aux autres, comment est-ce? Mais ils vendent leurs œuvres, et vous, non. Vous ne répondez pas à ma question. Croyez-vous vraiment que je n'ai aucune vocation littéraire? Alors je vais vous répondre. Elle ramassa tout son courage. Non, je ne crois pas que vous soyez douée pour ça. Pardonnez-moi, chérie. Vous me demandez de vous le dire, et vous savez que je m'y connais en littérature un peu plus que vous. Oui. Vous êtes licencié ès-lettres, dit-il pensivement. Vous devez savoir. Mais je veux encore vous dire ceci, poursuivit-il après un silence pénible. Je sais ce que j'ai en moi. Personne ne le sait que moi. Je sais que je réussirai, et je ne veux pas qu'on m'étouffe. Je ne vous demande pas de croire en moi, ni en mon avenir littéraire. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aimer et d'avoir foi en l'amour. Il y a 1 an, je vous ai demandé 2 ans. J'ai 1 an encore devant moi. Et je crois vraiment, je vous en donne ma parole d'honneur, qu'avant 1 an j'aurai réussi. Vous rappelez-vous ce que vous m'avez dit il y a longtemps? Que je devais faire d'abord mon apprentissage. Je l'ai fait, et bien fait, je vous jure, puisque vous m'attendiez. Savez-vous que j'ai oublié ce que c'est de dormir paisiblement? Autrefois, il me semble qu'il y a des siècles, je dormais tout mon soûl et me réveillais quand j'avais assez dormi. Maintenant, c'est toujours la sonnerie qui me réveille. Que je m'endorme tôt ou tard, je dors le même nombre d'heures. Remonter la pendule et éteindre la lampe sont mes 2 derniers actes conscients. Quand je commence à avoir sommeil, je change le livre trop ardu que je lis contre un autre plus léger. Et quand je m'endors dessus, je me donne des coups de poing sur la tête pour chasser le sommeil. J'ai lu l'histoire d'un homme qui avait peur de dormir. Elle est de Kipling. Cet homme s'était fixé un éperon de telle manière que la molette d'acier lui entrait dans la chair quand il cédait au sommeil. Eh bien, j'ai fait la même chose. Je regarde l'heure et je décide de ne pas détacher l'éperon avant minuit, ou 1 heure, ou 2 ou 3 heures du matin. Et j'éperonne ma chair fatiguée jusqu'à l'heure dite. Cet éperon est mon camarade de lit depuis des mois. Ma rage de travail est devenue si grande que je ne dors même plus 5h30. J'en dors 4 à présent. Je suis affamée de sommeil. Il y a des moments où j'ai des vertiges à cause de mon manque de sommeil. Des moments où la mort,
qui procurent le repos et le sommeil, me tentent, des moments où je suis hantée par ces vers de Longfellow. La mer est muette et profonde, toute chose dort dans son sein, un seul pas et tout est fini, un plongeon, une bulle, et plus rien. Bien entendu, ça ne dure pas. C'est la nervosité, due à une trop grande tension cérébrale. Mais voilà à quoi je veux en venir. Pourquoi ai-je fait tout ça? Pour vous, pour hâter mon apprentissage, pour hâter le succès. À présent, mon apprentissage est terminé. Je suis en possession de tous mes moyens. Je vous jure que j'apprends plus de choses en un mois que la moyenne des universitaires n'en apprend en un an. Je le sais, je vous dis. D'ailleurs, si mon besoin d'être compris par vous n'était pas désespéré, je ne vous aurais rien dit. Je ne me vante pas, vous savez. J'estime les résultats d'après les livres. À présent, vos frères sont des barbares ignorants, à côté de moi et de la somme de connaissances que j'ai arrachées aux livres pendant qu'ils dormaient, eux. Autrefois, je voulais être célèbre. Maintenant, ce que je veux, c'est vous. Je suis plus assoiffé de vous que de gloire ou de fortune. Je ne rêve qu'une chose, poser ma tête sur votre cœur pour toujours. Et ce rêve, d'ici 1 an, sera réalisé. Un fluide irrésistible émanait de lui, en vagues puissantes. Et à mesure que sa volonté se dressait contre celle de Ruth, elle s'abandonnait, irrésistiblement attirée. Sa voix passionnée, ses yeux ardents, flambaient de vie intense et d'intelligence. À cette minute seulement, le voile se déchira et elle vit le vrai Martin Eden splendide et triomphal. Et, comme le dompteur doute par instant de son pouvoir sur ses fauves, elle douta du sien sur l'esprit indépendant de cet homme. « Autre chose encore, poursuivit-il fougueux. Vous m'aimez. Mais pourquoi m'aimez-vous? À cause justement de ce que vous sentez en moi, de cette force irrésistible qui me contraint d'écrire. Vous m'aimez parce que je suis différent des hommes que vous avez connus et que vous auriez peut-être aimés. Je ne suis pas fait pour le bureau et les comptes courants, pour les petits ergotages d'affaires et les finasseries d'hommes de loi. Rendez-moi pareil à ces gens, faites-moi accomplir la même besogne, respirer le même air qu'eux, envisagez l'existence sous le même angle, et vous aurez détruit Martin Eden. Vous aurez détruit votre amour. Mon besoin d'écrire est un besoin vital. Si je n'avais été qu'un fantoche, je n'aurais jamais rêvé d'écrire et vous n'auriez jamais désiré m'épouser. Mais vous vouliez quelque chose, interrompit-elle, contente d'avoir trouvé un argument. Vous oubliez ces inventeurs illuminés qui passent leur vie à courir après des chimères, pendant que leur famille meurt de faim. Leurs femmes les aiment sans doute quand même, et elles souffrent avec eux, pour eux, non pas à cause de leur égarement, mais en dépit de lui. C'est vrai, répondit Martin. Mais il y a aussi des inventeurs qui ne sont pas des illuminés, qui meurent de faim en essayant d'inventer des choses admirables et qui, parfois, y réussissent. Dieu sait que je ne cherche pas l'impossible. Vous l'avez pourtant dit. Je parlais au figuré. Je cherche à faire ce que d'autres ont fait avant moi, à écrire et à vivre de ma plume. Son silence le piqua au vif. Alors, pour vous, mon but est une chimère aussi folle que la recherche du mouvement perpétuel, dit-il. Elle ne répondit qu'en lui pressant la main avec pitié, comme une mère calme son enfant malade. Il ne fut plus pour elle qu'un enfant malade, cet illuminé assoiffé d'impossible. À la fin de cette conversation, elle lui rappela encore l'opposition de ses parents. « Mais vous m'aimez » demanda Martin. « Oui, oui, je vous aime » répondit Ruth. « Alors, rien ne peut nous séparer » déclara-t-il triomphalement. « Car je crois en notre amour et l'antipathie de vos parents ne me fait pas peur. Tout, dans ce bas monde, peut aller à volo, sauf l'amour. »